Bonjour et bienvenue à un nouveau rendez-vous Discussion avec de la 4e édition des Ateliers de l'Atlas, le programme Industrie et développement de talents du Festival international du film de Marrakech. Alors, discussion avec Nabil Ayouch, le cinéaste pour lequel le cinéma a du sens, mais qui donne aussi beaucoup de sens au cinéma, et à son cinéma en tout cas, de Mektoub en 1997 à Haut et Fort en compétition officielle au dernier festival de Cannes. Le réalisateur et producteur fabrique des films comme on fabriquerait des rêves pour un Maroc meilleur ou pour un monde meilleur. De Alizawa à Myland, en passant par Whatever All I Want, Razia, Les Chevaux de Dieu ou encore Much Love, il se consacre souvent aux points sensibles de la société marocaine. Alors, vous l'aurez compris, on a beaucoup à échanger aujourd'hui, mais heureusement pour vous, on va se concentrer sur une question et quelle question, qui est comment créer des personnages de fiction en composant avec le réel. Puisque tourner avec des acteurs amateurs, des comédiens, faire des comédiens la matière vivante de ces films, profiter de la vivacité et de la fraîcheur des premiers venus au cinéma, comme dirait un certain Jacques Doyon, c'est toute la démarche cinématographique et profondément humaine de Nabil Ayouch. Alors, juste pour vous dire, on est ensemble pour 1 heure. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat pendant la conversation et on les posera au réalisateur à la fin de cet échange. Nabil Ayouch, bonjour. Bonjour Rian. Ça va? Ça va plutôt Tu bien. sors d'un marathon, un beau marathon après haut et fort. Tout va bien? Ouais, non, non, très bien, ça y est, j'atterris. Bon, bah, tout va bien. Heureusement pour nous. Alors, la première question qui est peut-être évidente, pourquoi cette envie ou ce besoin de rester dans le vrai en optant pour des acteurs non professionnels? Je crois que ça vient de la rencontre, avant tout. Mhm, C'est assez paradoxal parce que j'ai commencé par faire 3 ans de cours de théâtre à Paris mhm, après ma période sarcelloise où vraiment je travaillais l'acting, la mise en scène avec des gens qui avaient envie de devenir comédien professionnel. mhm. Et que directement, dans la foulée de ça, j'ai tourné mon premier court-métrage. Et ensuite, assez rapidement, j'ai ressenti ce besoin de connecter avec l'humain. Et à travers cette connexion, de prendre le temps de connaître la personne. Et au bout d'un moment, de me rendre compte que finalement, ce film, ce projet ne peut se faire qu'avec cette personne. D'accord. Et donc, c'est en fonction de ces rencontres-là qu'on écrit le film? Est-ce que c'est en fonction de ces personnages qu'on écrit le film ou c'est le film qui ramène les personnages finalement? Alors, c'est un peu les deux. Euh, Si je prends l'exemple d'Elizawa, le film, le scénario était là dès le départ, assez présent, assez structuré, mais avec toujours à l'étape de l'écriture en tête cette idée qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure des rencontres. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Ça a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi de voyages, de pérégrinations dans les rues du Maroc, le jour, la nuit, avec les éducateurs de l'association d'Haïti, à rencontrer les jeunes enfants des rues. Et en parallèle, une écriture qui se remodelait, reconstruisait au fur et à mesure de ces personnages, au fur et à mesure de ce qui m'exprimait, au fur et à mesure aussi de cette conscience très très forte que leur vérité devait primer parfois sur la fiction. D'accord. Et ça, c'est dans le cas de Alizawa, du coup. Mais dans le cas, par exemple, des Cheveux de Dieu, qui est une adaptation d'un roman, comment on écrit ces personnages? Est-ce qu'on on a une envie aussi de les rencontrer ou d'aller sur le terrain ou c'est des envies dans la tête? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait dans l'écriture? Ce qui se passe, je crois, c'est cette part d'anthropologue qui sommeille en moi, cet amoureux des sciences humaines Oui. et ce regard comment dire, singulier que je porte sur la société marocaine depuis que je suis arrivé, en tout cas j'ai posé mes valises, c'est-à-dire en 99, il y a un peu plus de 20 ans. Voilà, cette façon de voir le pays, de voir la société, de voir les gens, euh, probablement très différents de si j'étais né et si j'avais grandi ici. Ce confort, ce luxe du recul, de la distance, qui à un moment pour moi a été compliqué parce que je ne parlais pas la langue et je me disais mais comment je vais faire pour me raccorder à cette part de mon identité. Mais ce qui est beau, c'est que j'ai appris à l'aimer, cette part d'identité, grâce à la caméra. Mm. Et je me suis rendu compte assez rapidement que finalement la langue ne devait pas être un obstacle. Euh, donc, pour chaque projet, comme pour les Chevaux de Dieu, il y avait toujours cette volonté
d'aller à la rencontre des lieux, à la rencontre des personnages. En l'occurrence, là, c'était LCD Movement. Il y avait très, très peu de réseaux associatifs à l'époque, donc il fallait qu'on aille dans le peu d'espace qu'il y avait dans les maisons, des carrières, des carrières centrales, là-bas, Karin Hamna, Kalien Thomas, et des terrains vagues avec quelques petites bicopes. Et là naissent des choses, des émotions. À un moment, une envie pour moi aussi, en écoutant leurs histoires, parce que la plupart sont des jeunes qui ont connu les kamikazes, qui ont connu les attentats du 16 mai, qui étaient des copains à eux, des gens du quartier, etc., de m'ouvrir sur le projet et puis de recueillir leurs émotions à eux sur ce que je suis en train de faire, sur le récit. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui connecte, ben, j'ai envie de creuser, d'aller plus loin avec ces personnes-là. D'accord. Et justement, dans le processus créatif, parce que vous dites que vous avez besoin de temps, vous y allez, c'est-à-dire que ça prend généralement beaucoup de temps. À quel moment on écrit? Est-ce qu'on écrit tout le temps ou est-ce qu'il y a un moment où voilà, l'envie d'écrire est plus forte que tout? Est-ce qu'on revient aussi sur l'écriture beaucoup? Comment ça se passe dans le processus d'écriture, en fait, dans la durée? Avant tout, il y a le désir de cinéma, désir de raconter cette histoire et pas une autre. Et je dois partir de là dans chacun de mes films parce qu'il y a un moment où je dois ressentir quelque chose qui doit sortir absolument. Donc ça, c'est l'idée, c'est le sujet, c'est l'histoire que je veux raconter qui est là au départ, en amont. Et à partir de là, il y a toute la liberté que je me laisse sur un temps long parce que j'arrive pas à faire des films, à enchaîner des films, c'est quelque chose que je sais pas faire. Sur un temps long, de vivre en fait des personnages qui vont habiter cette histoire et de les laisser eux me dire, écoute, là, on pense que, sans me le dire directement évidemment, mais à travers ce qu'ils expriment, que l'histoire pourrait être un petit peu différente. Voilà. Et ça, ce temps, c'est effectivement un temps incompressible. Contre lequel en plus j'ai pas envie de me battre, c'est-à-dire que j'aime ce temps, j'aime ces moments passés à ne rien faire en réalité de manière visible et apparente pour le film, mais à me laisser pénétrer par des rues, par des lieux, par des regards, par des émotions, parce qu'il faut que tout ça mature et il faut que tout ça passe en plus dans des tamis. Voilà, parce que entre le réel que j'observe, avec lequel je suis en contact, et la manière dont il se traduit sur l'écran, il y a 20-30 tamis au milieu. Comment on l'écrit, cette émotion, quand l'émotion est brute, quand elle provient d'acteurs amateurs comme ça, et donc imprévisible? Comment elle est écrite, en fait, cette émotion? On ne l'écrit pas. Enfin, moi, je ne l'écris pas en tout cas parce que j'essaye d'avoir l'écriture la plus sèche possible, c'est-à-dire qui raconte des actions et justement pour pouvoir laisser le plus de place possible à ce qui va se passer dans le travail en amont, parce que je travaille pas mal aussi en amont et puis surtout évidemment sur le plateau. Okay. Donc en parlant d'émotions, allons voir des images, émotionnons-nous et on va voir quelques extraits de Haut et Fort puisque c'est l'actualité en ce moment. Haut et Fort, je vous propose de voir une scène où les filles chantent en studio, où tout le monde dans le studio les regarde. On regarde. من زمان والضومين باقي فينا كيساين فاهم سيس في المغرب محسوبين ما بين الملاين ما بقى ما يتقال اليوم العيب عين باين كلشي داري باللي طاري كلشي في راسو اش كاين طيره دقه مول خوامي والهضره في الخاوي شحال من هامي ولا انمي في طريق التناوي شحال من واحد داوي داير فيها زنقاوي نهار كتعرك الزنقه تيبان كلامو كاع ما ساوي هذا الراب ماشي حكاية ألفي لو ليلة هادي النوكا لا ماشي باربي ولا ساندريلا زير بحال والو نتغير ونطوغ فيك ما تمشيش غلط لا صدق واحد وخلينا كول كاسد مزيان عمرني من خلي الباب محلول هادي القباحة ديال بنات البوزيتيف سكول ما جيناش من سبوت ديال صحاب ستيل ولا كوانات بنات الليل جابنا طريق طويل J'adore ce regard. J'adore, mais comment on écrit, à quel point elle est écrite cette scène par exemple? Comment on écrit une scène pareille? Alors, ce qui est écrit, c'est répétition dans le studio de telles chansons avec nécessité de sentir la progression, donc le travail. Après, ce qui est intéressant dans cette scène, et on ne le voit pas parce que c'est juste avant, c'est que la première fois, elle se plante, elle loupe la note.
Et donc, elle est obligée de recommencer. Et là, il y a Annès qui dit, tiens, si tu t'es loupé, c'est parce que tu regardais ce mail. Et ça, c'est complètement improvisé. D'accord. Et la réaction, évidemment, derrière, l'est tout autant. Donc, il y a forcément, quand on est comme ça dans du work in progress, il y a des incidents, il y a des rugosités qu'il faut savoir capter parce que c'est finalement là où quelque chose de beau peut surgir. Et là, dans cette scène, elles sont à un certain niveau de maturité dans le rap parce qu'elles ont déjà suivi pas mal de cours, mais sauf que tout le travail, c'est de déconstruire. Ouais. C'est de leur dire, rappelez-vous quand vous avez commencé. Rappelez-vous où vous en étiez, rappelez-vous du flow, rappelez-vous de l'attitude, et c'est ça que je veux. Et voilà, et c'est à partir de là qu'on travaille. D'accord. Et comment vous trouvez un équilibre entre ces individus, chacun, donc il y a Nouhaila, il y a Ismaïl, et la notion de groupe, parce qu'ils sont en groupe aussi, il se passe quelque chose en groupe et il se passe quelque chose au niveau de chaque individu. Donc comment trouver l'équilibre entre tout ça ? Il y a des fois où je cherche l'équilibre et je vais le chercher dans une harmonie du groupe, c'est-à-dire en réfléchissant en amont à qui pourrait fonctionner, avec qui, pour quelles raisons. Parfois, je me trompe, mais en tout cas, je réfléchis, je pense cet équilibre en amont, mais il y a des fois où je cherche le déséquilibre. Et ce déséquilibre, il est un peu plus compliqué, en fait, à aller attraper. Parce qu'un groupe ne doit pas fonctionner toujours de manière homogène. Si on veut justement laisser de la place à des choses inattendues, il faut qu'il y ait des éléments perturbateurs dans le groupe. D'accord. Et ce déséquilibre, c'est quelque chose que vous cherchez aussi au niveau du casting ? C'est-à-dire, comment vous êtes en casting, justement ? Qu'est-ce que vous recherchez ? C'est quelque chose que je recherche dès le casting. Et parfois même avant, que je pense avant le casting. Et là, casting, c'est pour moi un moment de surprise, d'inattendu. C'est un moment où j'attends qu'on me propose des choses, mais sans forcément demander qu'on me propose des choses. Donc, c'est là où je vois quelle est la part d'initiative que chacune ou chacun est prêt à prendre quand il est face à cette caméra. Et en général, j'aime bien être là pour ce qu'on appelle les callbacks, c'est-à-dire les moments où on a déjà une première idée du personnage et de celui qui peut l'interpréter, pour donner du temps vraiment à un groupe, cette fois-ci plus restreint et présélectionné de comédiens et de comédiennes. Après, il y a une autre partie du casting dans mon travail qui se passe dans la rue. Et j'ai beau travailler avec des directeurs de casting depuis plusieurs années, ils ont beau savoir ce que je recherche, ce qui m'intéresse, au final, il n'y a que toi qui sais. Donc, le temps que tu vas passer à faire ces rencontres dont on parlait au début, c'est aussi du temps de casting, quelque part. C'est aussi du temps où tu vas commencer à apprendre des personnages. Ils vont t'inspirer, ils vont inspirer ton écriture, mais toi aussi, tu vas pouvoir te dire, tiens, le Alizawa, le Kuta, le Omar, c'est comme ça que finalement, sans le savoir, je dois dessiner. Et justement, est-ce que vous savez tout de suite ou il y a une place à peut-être l'indécision ? Est-ce que vous êtes sûr de votre choix à chaque fois ? Est-ce que vous le sentez ? Vous avez besoin de voir ou revoir ? Comment vous castez en fait ? En général, je suis plutôt dans l'immédiateté. Ouais. D'accord. Et chaque fois que j'ai eu un doute et que j'ai eu besoin de revenir en arrière, de recommencer, en général, je me plantais. D'accord. Il y a vraiment un truc d'élan dès le départ qui fait que voilà, on a envie d'aller vers la personne, on a envie de cette personne ou pas. Ça marche ou ça marche pas. Vous êtes déjà trompé ? C'est déjà arrivé ? Oui. Et comment on gère ça, justement ? Heureusement. Ou pas, mais comment on gère voilà, est-ce qu'il y a une place, justement, où... Alors, les fois où c'est le plus dur à gérer, c'est quand on commence le travail, et soit en prépa, parfois même en tournage, et on doit annoncer à la personne qu'on s'est trompé et qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Ça, c'est violent. Mais ça m'est arrivé. Okay. Après, la part du temps, quand on se trompe, on essaye de se rassurer, d'aller de l'avant, et là, on réécrit le personnage et on essaye de l'adapter un peu plus à ce qu'on découvre
de la personne. Vous savez, c'est comme dans un couple, on se rend compte, il y a un premier regard et il y a un sentiment de désir qui naît. Et puis à un moment, quand on fait du chemin ensemble, on se rend compte que la personne n'est pas exactement comme ce qu'on imaginait. On doit donner autant qu'on demande à la personne de nous donner. Et qu'est-ce qu'un casting réussi selon vous, du coup? Est-ce qu'il y a un casting réussi finalement? Je ne sais pas si ça existe, un casting réussi. Il y a un casting qui est proche du miracle de ce qu'est un film de cinéma, c'est-à-dire qu'à un moment, des planètes se rencontrent et s'alignent, mais tellement de planètes sur tellement de plans différents que ça en devient justement miraculeux. Et quand les comédiens trouvent leur place dans cette architecture, on peut se dire que là, on ne s'est pas trop trompé. Et justement, pour Haut et Fort, pour l'exemple de Haut et Fort, si on prenait que celui-là, quel a été le défi de ce casting? Parce que la Positive School existe, vous êtes allé chercher, donc du coup, mais pas tous. Donc, comment vous avez géré le casting de Haut et Fort? Est-ce que c'était une évidence à chaque fois ou il y a eu des ratés, on va dire? Le casting de Haut et Fort, c'est d'abord l'intuition qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce centre culturel et dans cette classe, la Positive School. Voilà, il y a un fluide qui circule, il y a des jeunes qui se connaissent depuis plusieurs mois, plusieurs années, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie collective qui s'est construite. Ouais. Et donc, comment toi, tu arrives au milieu de ça et tu trouves ta place? Elle n'est pas évidente. Donc, il faut les connaître individuellement, les uns et les autres, et puis aussi faire des choix, parce qu'ils sont plus nombreux au départ. Et dire, voilà, il y en a certains qui vont être devant, d'autres qui vont être derrière, d'autres qui vont avoir des rôles vraiment très secondaires, et le leur expliquer, et que ça ne perturbe pas cette énergie de groupe. Ça, c'est important. Et puis, à un moment, une fois que tout ça s'est construit pleinement, en l'occurrence en cohérence avec le film, là vient le grand moment de doute. Où je me dis, OK, ça, c'est les éléments qui sont en place naturellement. Maintenant, et si il y avait quelque part au Maroc une jeune fille, un jeune garçon qui n'était pas dans ce groupe-là, mais qui avait quelque chose à donner, à offrir à ce film. Et là, je m'en ouvre à Ahnès et je dis, Ahnès, mec, je sais que on a là vraiment en place tous les éléments que je cherchais, on en a parlé depuis un bon moment, mais j'ai besoin qu'on aille voir ailleurs ce qui se passe. J'en ai besoin. J'ai besoin juste pour être conscient à 100% et confirmé dans l'idée que c'est le groupe, c'est-à-dire avec assez peu d'espoir, finalement, qu'on va réussir à trouver quelqu'un à l'extérieur qui va venir s'intégrer à ce groupe. Et voilà, et là, il y a ce casting beaucoup plus large à travers le Maroc qui démarre, et puis il y a une personne, et une seule qui vient s'agréger à ce groupe, pas n'importe laquelle en même temps, c'est Zineb Bouchma, qui passe un casting en fait où, alors qu'elle avait une scène à dire, elle ne fait que danser. Sauf qu'elle danse en regardant la caméra en plein dans l'objectif avec une intensité qui me donne des vibrations en la regardant le lendemain et qui me fait dire qu'il y a chez cette fille des moments et des mouvements de danse à aller chercher qui peuvent être très très forts. D'accord, c'est beau. Mais du coup, est-ce que, en parlant du casting encore, est-ce qu'il y a eu des castings plus fastidieux que d'autres? Et par exemple, Alizawa, on en a parlé tout à l'heure, Les Chevaux de Dieu, Much Love peut-être. Est-ce qu'il y a eu un casting qui est resté comme celui où il a été difficile de trouver les perles rares ou les morceaux du puzzle? Alizawa a été compliqué, Much Love a été compliqué aussi. Alors, Alizawa a été compliqué parce que jusqu'à une semaine du tournage, je n'avais pas mon rôle principal. Et le rôle principal, ce n'est pas Alizawa qui meurt au bout de quelques minutes dans le film, c'est Quita. Voilà. Et je l'ai cherché comme un fou, comme un acharné pendant ces 2 ans, et j'y ai cru à plusieurs reprises, j'ai cru que je l'avais trouvé, mais chaque fois je me rendais compte au bout de quelques temps que je ne l'avais pas trouvé. Et le tournage approchait, et on ne pouvait pas décaler le tournage. Et à un moment, on arrive au bord du précipice, c'est-à-dire qu'on est à 1 semaine du tournage, et là, le choix, il est de commencer avec quelqu'un qui ne vous convainc pas vraiment, ou alors de continuer à descendre dans le gouffre pour chercher et se dire je ne ferai pas de concession, quitte à ce qu'il arrive la veille du tournage, mais en tout cas, voilà.
Et puis un jour, voilà, en déambulant dans les rues avec tout ça en tête et sur les épaules, je tombe sur lui. Et c'était quand même assez flippant. C'était assez flippant. En plus, du coup, il n'a pas fait tout ce temps de préparation qu'on a fait avec les éducateurs de l'association Beatty avant le film. Donc, il n'était pas forcément dans le projet du film autant que les autres. Il découvrait tout ça de manière très impromptue. Et puis, au bout d'un mois et demi de tournage, pour épater une jeune fille, il décide sur la place des Nations Unies, la grande boule, de sauter du haut d'un escalier, sauf qu'il n'a pas vu que c'était du vide derrière. Et là, il se casse une jambe. Et tournage interrompu pendant un mois et demi. Mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas eu ce travail suffisamment long, ce temps de préparation suffisamment long avec lui pour lui expliquer le film, le projet, le cinéma. Much Love, c'est une autre histoire. Much Love, c'est un film sur lequel, à la base, assez curieusement, j'étais parti pour travailler, en tout cas avec la volonté de travailler avec des comédiennes professionnelles. Et donc, j'en ai rencontré quelques-unes. Et évidemment, ça butait sur les scènes d'intimité, les scènes de nudité. Et donc, c'est par la suite que je me suis réorienté vers un autre choix de comédienne non professionnelle. D'accord. Et justement, on va en parler de cette notion de comédien. Comment vous switchez du comédien professionnel au comédien amateur, on en parlera. Mais justement, on arrive à la direction d'acteur finalement. Quel directeur d'acteur êtes-vous? Est-ce qu'un réalisateur est-il forcément un bon directeur d'acteur? Non. Mais est-ce que c'est un don? C'est quelque chose qui s'apprend? Ou est-ce que ces 3 ans de théâtre que vous avez fait ont aussi aidé à comprendre peut-être l'acteur qui est en vous, peut-être a compris l'acteur qui est en face de vous? Qu'est-ce qu'un bon directeur d'acteur finalement, selon vous? Moi, je crois que les 3 ans de théâtre m'ont beaucoup aidé. Je pense que passer par la case théâtre, de toute façon, ne peut être que quelque chose qui vous aide, qui vous propulse dans la direction d'acteur sur un plateau de cinéma. D'autant plus que assez rapidement, au bout de ces 3 ans, je me suis rendu compte que j'étais un acteur assez médiocre parce que j'arrivais pas à me mettre à nu suffisamment. J'avais trop de pudeur et voilà. Et quand on est sur une scène, il faut accepter à un moment de tout montrer et de se montrer sous toutes les facettes possibles. Et il y avait toujours un truc qui bloquait. Donc, je me suis mis plus à écrire, à mettre en scène mes petits camarades, au début assez inconsciemment, puis ensuite vraiment en étant parfaitement conscient que ma place, elle était plutôt dans la direction que dans le jeu. Moi, je crois qu'une vraie bonne direction d'acteur commence avant tout par l'écoute. Par la pleine conscience de la personne qu'on a en face de soi, de ses failles, de ses fêlures, et des endroits ensuite par lesquels on peut passer, on pourra passer. Et il y en a, chez tout un chacun, évidemment. Et cette période, c'est probablement la période la plus nourrissante pour moi, parce que c'est là où vraiment je me construis ce que va être notre relation sur le plateau avec tel ou tel comédien, comédienne. Donc, du coup, on ne dirige pas un acteur de la même manière. Les acteurs sont dirigés de façon différente. Donc, c'est quelque chose. Vous êtes un peu un psy aussi de la réalisation. Et c'est intéressant. En plus, vous dites que vous réussissez pas à vous dévoiler, mais vous réussissez à dévoiler l'autre. Je me dévoile à travers les autres. Et il n'y a rien de plus beau, finalement, que d'arriver à parler à travers des personnages. Mais oui, avec le temps, je me suis tout à fait rendu compte qu'il y avait un côté psychothérapie dans la direction d'acteur que j'assume complètement. J'aime aussi le rôle de celui qui observe, de celui qui écoute. Quand on observe une réalité, on l'observe dans toute sa complexité, toute sa globalité. Et au final, je me rends compte que finalement, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin même que ce que je pouvais imaginer avec certaines, parce qu'il y a un rapport de confiance qui se crée. Alors, je faisais beaucoup d'exercices avant avec mes comédiens et mes comédiennes, d'exercices corporels, voilà, de lâcher prise ou sur des mouvements, des gestes, d'abandon, l'un l'autre ou les uns les autres, on arrive à trouver ce rapport de confiance.
Mais après, il y a toujours, selon la personne que vous avez en face de vous, des zones à aller chercher plus précisément que d'autres. Sur Much Love, par exemple, c'était la voix. D'accord. La voix des filles, enfin de certaines filles, en tout cas de Much Love, n'était pas du tout en place. D'accord. Elle était sur des sonorités trop élevées qui me laissaient supposer fortement le mensonge. En tout cas, l'habitude du mensonge. Et à un moment, une incapacité à redescendre sa voix dans la bonne tonalité, avec la bonne tessiture autour, pour que je croie ce qu'elle me raconte. Et on avait beau jouer toutes les scènes, répéter, en tout cas improviser différentes scènes, ça partait pas du ventre. Ça partait d'ici, et puis hop, c'était perché, et même si elles étaient bien dans l'acting, la voix m'emmenait ailleurs, à un endroit où vraiment j'y croyais plus. Et donc quasiment tout le travail de préparation qu'on a fait, on a travaillé la voix, on a travaillé le chant, on a travaillé les exercices de ventre, de yoga, etc., etc. On sent que vous avez le temps, alors que dans un film, on n'a pas forcément le temps. Il y a cette idée de c'est quelques semaines de tournage. On sent que vous prenez le temps avec chacun, comme serait un metteur en scène presque au théâtre. D'où vient cette zénitude finalement de prendre le temps avec ses acteurs? Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi de la production? Voilà, le film doit finir à un tel timing. Donc, d'où vous prenez ce temps en fait? D'où vient cette zénitude finalement pour travailler avec chacun et prendre... Vous savez, la liberté, elle se conquiert. Il y a un moment, quand vous faites un film, vous devez d'être sincère avec vos producteurs et leur dire, voilà, moi, c'est cet espace que je veux que vous me donniez, que je veux préserver absolument. Voilà. Le reste, il y a des choses qui pourront certainement rouler comme vous l'entendez, mais là, non. Là, j'ai besoin d'avoir cet espace de liberté, de protéger. Le travail en amont est probablement le plus confortable parce que ce qui coûte cher dans un tournage, c'est le temps de tournage. La préparation, elle se fait avec beaucoup moins de monde. Donc, j'essaye, pour ne pas envoyer tout le monde dans le mur, de travailler le plus en amont possible avec mes comédiens. Maintenant, quand on arrive sur un plateau et qu'il y a une scène qui ne fonctionne pas, il ne faut pas s'acharner. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de m'acharner. Je préfère tout arrêter, respirer un grand coup, repenser le truc différemment et puis que chacun me donne de l'espace nécessaire pour parler avec mon comédien, ma comédienne et repartir sur quelque chose de complètement différent. Parce que, in fine, oui, on perd peut-être 2 heures, 3 heures. Bon, d'abord, on peut les regagner en fin de journée quand on a une équipe sympathique, et c'est le cas de la mienne. Et puis en plus, surtout, ce qui reste, c'est ce que vous allez réussir à sortir de cette personne. C'est-à-dire que si vous faites une scène de moins dans la journée, c'est pas grave, personne ne le saura jamais. Mais par contre, si vous vous trompez, là, tout le monde le saura parce que ce sera gravé à vie sur la pellicule. Une petite question avant de découvrir un autre extrait et d'en parler. Est-ce que vous êtes plutôt directif ou vous laissez beaucoup de liberté à vos acteurs? Alors, je peux être les deux. Je peux être très directif et beaucoup parler pendant les prises, ce que les ingé sons détestent en général, parce que du coup, ils ont toute la bande-son à reconstruire, mais quand je n'ai pas ce que je veux, je n'arrête pas de parler. Depuis l'action jusqu'au coupé, je parle, et il faut refaire toute la bande-son derrière. Mais en même temps, je sais que si je ne parle pas, et je sais que si je ne donne pas des indications très précises, j'arriverai pas à obtenir ce que je veux. Et c'est vraiment, ça c'est mon côté très directif. Et puis, il y a des fois où j'ai envie d'être transparent. J'ai juste envie de disparaître parce que ce qui se passe, ce qui est en train de naître sous mes yeux, me dépasse. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'être dépassé par quelque chose qu'on a pensé. On va vérifier si vous êtes dépassé par cet extrait de Mehdi Razouk qui explique son rap, qui explique son flow, qui est assez fier de son morceau, mais il va se faire remonter les bretelles par Daous. كبر دارنا ماشي بحالك شحال اش داركم دارنا ما عندهم والو انا من دوك النوع اللي كيقدر انا من دوك النوع اللي كيبات بالعجل بالليل با ما خدامش خويا
خويا كيخرج في الصباح كيغوت باغي فلوس عند موي. انا من داك النوع، المهم ماشي بحال هكا، ماشي هادشي اللي كيبان لكم اللي كندير. Comme ça aussi fort d'un acteur amateur. Alors là, je vais rentrer dans les petits secrets de la fabrication du film. J'avais une double équation à résoudre pour ces scènes dans la classe où je voulais aller chercher aussi une part d'improvisation et de vérité. Ce qui sort là, ce qu'on voit de la bouche de Mehdi, c'est du vrai, c'est du vécu. D'accord. La première équation, c'était de pouvoir parler à mes cadreurs, 2 cadreurs en l'occurrence, une cadreuse et un cadreur, pour leur demander d'être à certains endroits et d'une certaine manière, pour aller chercher l'émotion d'une certaine façon. Et puis la nécessité aussi de parler à Hannes, d'échanger avec lui, parce que même si je parle avec lui avant la scène, longuement sur les intentions, sur là où j'aimerais qu'il allait, comment je voudrais qu'il l'oriente, en cours de route, il se passe plein de choses. Et pour la première fois, j'ai testé une nouvelle méthode de travail, c'est des écouteurs. Alors là, on ne le voit pas, mais Hannes a un écouteur dans l'oreille, et puis mes cadreurs ont aussi des écouteurs, et moi, je suis à quelques mètres dans une autre pièce, et je leur parle aux uns et aux autres. Voilà. Et je leur parle en fonction de ce que je reçois. Des fois, je me tais parce que les choses se passent comme par magie, comme elles doivent se passer, ou comme j'imaginais pas, mais qu'elles se passent. Et puis, des fois, il faut que j'intervienne. Et quand j'interviens, voilà, je demande à Hannes de pousser, de relancer une autre question, telle question pour être encore plus précis, et ainsi de suite. D'accord. Et ça a nécessité plusieurs prises? Ça a nécessité beaucoup de temps? En tout cas, pour cette scène. Alors, ça a nécessité beaucoup de temps, mais pas plusieurs prises. Parce qu'il y a un moment où on n'a plus, la personne ne peut plus donner, et puis il ne faut pas non plus forcer. Et en général, avec des comédiens professionnels, en plus, on n'a pas le choix. Il y a un moment, une prise, où ils donnent ce qu'ils peuvent donner, ou ce qu'ils veulent donner, parce qu'il y a des fois, on ne peut pas les pousser plus loin qu'un certain point. Mais il n'y a pas 2-3 prises bonnes où on peut se dire tiens, j'hésite entre celle-là et celle-là. Non, il n'y en a qu'une. Et quand on l'a, ça ne sert à rien de continuer à s'énerver. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais quand on ne l'a pas, justement, est-ce que ça arrivait des fois? Est-ce qu'on fait des compromis? On se dit qu'on prend la moins bonne ou on va chercher la meilleure? Alors, il m'est arrivé des fois d'annuler une scène parce que je n'avais pas ce que je voulais, parce que ce n'était pas comme ça que je l'avais pensé, mais que je savais que de toute façon, je n'y arriverais pas. On n'est pas toujours capable de réécrire, en fait, des scènes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où une scène, elle fonctionne dans votre imaginaire ou elle ne fonctionne pas. Et quand vous êtes face à un principe de réalité, qu'est le plateau, qu'est le tournage, qu'est la présence de la caméra, qui est forcément très intimidante, avec toute une équipe derrière, la personne, des fois, elle bloque. Et quand elle bloque, ça veut dire que cette scène n'a pas sa place, finalement, et qu'il faut la réinventer sous une autre forme à travers une autre scène. D'accord. Donc, il faut écrire et encore écrire constamment, en fait. Mais c'est ce que j'ai fait sur Haut et Fort. C'est d'écrire, de tourner, de monter, de réécrire, de retourner, de remonter, et ainsi de suite pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, une fois ces 2 ans passés, de continuer encore à monter, avec chaque fois le sentiment que peut-être j'aurais besoin de retourner, mais que j'avais besoin de me confronter sur un temps plus long au montage. D'accord. Et donc, justement, cette façon de monter, est-ce que ça a donné plus de liberté? Est-ce que c'est une première, je suppose? C'est une première, c'est ce que j'allais dire à l'instant. C'est la première fois que j'ai réussi à travailler comme ça, et ça donne un sentiment de liberté incroyable. C'est grisant. C'est extrêmement grisant parce que c'est sans arrêt repousser les limites de ce que le cinéma peut vous offrir. Alors, ça suppose des compromis, par exemple, en termes de taille d'équipe. On ne peut pas avoir une grosse équipe tout le temps disponible pour ces allers-retours. On peut parfois, des fois, on perd des techniciens qu'il faut aller retrouver ailleurs. Ça suppose d'avoir un groupe qui vous suit, qui vous fait confiance sur un temps long, de comédiennes et de comédiens. Alors là, on travaillait sur un principe de troupe de théâtre, donc c'était plus simple dans la création, mais bon, c'est pas toujours possible. Mais quand on y arrive, et quand on arrive à toucher ça du doigt, cette liberté-là, de pouvoir se dire, je vais écrire, je vais tourner, je vais me confronter aux images, au montage,
et ensuite retourner, creuser, jusqu'à ce que je trouve, c'est là où le cinéma prend une dimension nouvelle. D'accord. Et c'est pas à double tranchant, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que le film finalement finit un jour? Est-ce que c'est à quel moment on se dit ça y est, le film est fini, ou au contraire, ça facilite les choses? Il y a forcément dans cette démarche quelque chose de névrotique. Je vais pas m'en cacher. Il y a un moment où on est tellement dans le tambour comme ça qu'on ne sait plus quand est-ce qu'on doit s'arrêter et on a l'impression qu'il faut toujours continuer à chercher. D'ailleurs, le film avait été... je l'avais terminé pour Cannes 2020, il était prêt, il avait été sélectionné à l'époque. Et donc, l'annonce de la suspension du festival tombe et la possibilité d'aller le présenter ailleurs ou de le faire labelliser. Et là, je me dis, mais de nouveau, un espace de liberté qui s'ouvre sur un temps long. J'ai un an de plus. Donc, voilà, on y va et on y retourne. Et ça a été très compliqué de lâcher le film pour... pile à temps d'ailleurs, mais je crois que le DCP a été prêt 3 jours avant la projection de Cannes, alors que j'avais déjà un film quasiment prêt depuis 15 mois. Donc, c'est compliqué quand on est dedans de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ça m'avait fait ça aussi sur Myland, documentaire que j'avais fait sur les réfugiés palestiniens et les jeunes Israéliens. Où j'avais été recueillir la parole des réfugiés palestiniens pour la montrer donc, à ces jeunes Israéliens avec du temps de montage entre les deux. J'arrivais plus à arrêter de faire des allers-retours. C'est-à-dire que je venais, je montais et je me rendais compte que ce que me donnaient ces témoignages appelait une réponse encore de l'autre côté. Et puis à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête, le film est terminé. On ne termine pas, on va juste voir un 3e extrait, celui de la maman qui vient chercher sa fille. أمينة ماما أجي معايا شنو كديري هنا؟ يلا بنتي باباك تيتسنى علاش جيتو هنا؟ كلابي السلام سيدي كاين شي مشكل؟ أنا مس أمينة شرفين مالها؟ قيدناها في هذا المركز ديال الفن جات لي الهيب هوب والهيب هوب راه فن تا هو لالا بحال ماشي هادشي ولدي لما الولاد في الليل تجي لي ندير الكتوبه مكتوبين فيهم شي تحتيه السياسه لا ما تهضريش في هادشي هي راه عندها ما يتقال موهوبه ماشي غير كتفهم لا ما عندناش حنا هادشي يا سيدي ما عندناش باراوات تيتسنى الطوموبيل ما عندناش في هادشي امال باها ما تيتيقش لا فيها حنا هادشي حنا تايقين فيها راه ما تدير حتى حنا حاجه تايقين فيها ولينا حنا ما جايبينش ولاد الاساس وحنا ما عندناش في هادشي حنا ناس على قدنا حنا ناس دراوش ماشي ديال هادشي سمح لي يا سيدي زيد Justement, pour parler de cette scène, donc c'est un personnage qui vient, qui n'est pas dans le groupe, c'est la mère qui vient de l'extérieur. Est-ce que c'est une actrice professionnelle, non professionnelle? Est-ce que c'est vraiment la mère du personnage? Qui est cette femme? C'est exactement ce genre de questions que j'aime qu'on se pose. Ouais. Non, c'est pas du tout la mère d'Amina et c'est pas une actrice professionnelle, c'est une dame que j'ai castée parmi d'autres pour jouer ce rôle. D'accord. Et je lui ai demandé de me raconter des situations où elle a été confrontée à ce même type de situation, les plus proches en tout cas qu'elle ait déjà vécues. Tentation de voir son enfant aller dans une direction qui ne lui plaît pas et comment elle l'aurait recadré par le passé. Et on est parti de là pour travailler. Et c'est comme ça qu'on trouve l'émotion juste, qu'on ne tombe pas dans le surjeu. Comment on ne tombe pas dans le surjeu? Et c'est assez facile de tomber dans le surjeu dans ce genre de situation. Ah oui, c'est facile. Et effectivement, c'est le premier obstacle à éviter. Et nécessairement, quand on est face à des comédiens professionnels, ils ont face à eux une culture de l'image. Ouais. Et cette culture de l'image, ce n'est pas forcément votre culture ou ce n'est pas forcément le film que vous avez envie de faire. Souvent, c'est des téléfeuilletons, des séries, des films à grand spectacle, si on parle des jeunes.
Et ben, il faut déconstruire tout ça. Il faut leur dire que ça, c'est un autre cinéma, c'est une autre manière de raconter des histoires et qu'il existe une autre voie d'y arriver. Et que l'autre voie d'y arriver, ben, pour y arriver, c'est eux, c'est leur vérité. C'est probablement la chose la plus rare, la plus précieuse qu'ils ont en eux, qui portent. C'est la raison pour laquelle je les ai choisis, c'est-à-dire leur faire comprendre aussi pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont sur ce plateau. Et là, derrière, ben, d'être en permanence dans la protection de ce vrai. C'est-à-dire, dès qu'ils jouent, de leur dire non, arrête, incarne, sois, mais ne joue pas, ne prétends pas, en tout cas, ne prétends pas, jamais. Bon, après, il y a évidemment des méthodes pour arriver à ça. Mais bon. D'accord. Des méthodes, c'est-à-dire vous nous dévoilez vos méthodes. Vous voulez vraiment que je vous révèle tout? Pourquoi pas? Non, mais il y a forcément une dimension manipulation quand on dirige des comédiens en général, et a fortiori quand on dirige des comédiens non professionnels. Il y a toujours un moment, pour arriver à obtenir ce que vous voulez, une nécessité de manipuler un peu la personne que vous avez en face de vous, de lui dire des choses soit qu'elle veut entendre, soit qu'elle ne veut pas entendre, mais en tout cas qui vont petit à petit par des biais, par des moyens, par des chemins détournés, vous faire revenir sur le chemin central que vous cherchez. Et c'est jamais la même chose, parce que tout est vraiment une question de personne, tout est une question d'humain, de qui on a en face de nous. Encore une fois, c'est d'arriver à détecter justement les endroits, les interstices par lesquels vous pouvez passer. Et ça, il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça. Ce qu'il faut, c'est aimer l'autre et aimer l'écouter. Oui, c'est très, très important. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien qui remplace le temps qu'on donne à une personne ou qu'on donne à un lieu dans la préparation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le sentiment d'avoir fait le tour, mais tant que vous n'avez pas passé du temps, tant que vous ne vous êtes pas assis avec les gamins d'Alizawa, là où ils s'asseyent, que vous ne jouez pas au foot avec eux, là où ils jouent au foot, que vous ne mangez pas avec eux, que vous ne dormez pas avec eux, etc., à un moment, il y a des choses qui vous échappent et il y a toujours en face la tentation, à l'inverse, de vous mentir et de vous balader, parce qu'ils savent très bien mentir. Et ils savent ce que vous cherchez en plus, donc ils savent qu'ils peuvent vous le donner très, très facilement. Et là, c'est à vous de dire non, je ne veux pas de cette facilité-là. Bah, si tu ne veux pas de cette facilité-là, tu n'as pas le choix, mec. Tu t'assois avec nous, tu te poses et tu regardes et tu observes. D'accord. Est-ce qu'on peut manipuler, parce que vous dites chaque personne est différente, chaque comédien est différent, est-ce qu'on peut manipuler l'émotion? Parce que l'émotion, elle reste quand même, c'est quelque chose de très subjectif. Comment on rend cette émotion universelle? C'est-à-dire qu'on touche une majorité de personnes. Alors, on ne peut pas manipuler l'émotion. On peut manipuler les canaux par lesquels passe cette émotion. Mais l'émotion, après, soit elle est vraie, soit elle n'est pas. Dans la scène qu'on a vue de Mehdi tout à l'heure en classe, la manipulation, c'est dans l'échange avec Ahnès. Et la manière dont Ahnès, donc à travers Ahnès, je le pousse, et tout le talent aussi d'Ahnès pour arriver à le pousser d'une certaine manière. Mais après, ce qui sort, soit c'est vrai, soit ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, ça n'a pas sa place dans le film. On reste dans l'émotion. Je vous propose de voir la dernière scène, celle où Baous va pleurer. حتى حد ما لقاها كيف بغاها. اسماعيل ما لقاهاش كيف بغاها. مريم ما لقاتهاش كيف بغاتها. نهيلة ما لقاتهاش كيف بغاتها. انتيا ما لقيتيهاش كيف بغيتيها. انا ما لقيتهاش كيف بغيتها. داكشي علاش واقيلا انا جيت هنا. كانت عندي حياة في واحد البلاصة تا انا ما كانتش عاجباني، سمحت فيها، خرجت منها، ما جيتش من والو.
la larme qui tombe. Comment vous avez réussi à faire tomber cette larme, justement? Est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce qu'elle est venue naturellement? Comment on fait justement tomber les larmes? Là, on est comme sur une scène de Much Love, une prise qui dure quasiment 1 heure, 50-55 minutes. D'accord. Avec une volonté de ma part de pousser les limites de tout le monde. Et en général, les limites, c'est la fatigue. C'est la limite émotionnelle ou la limite physique pour les cadreurs, pour le perchman qui doit avoir des bras en acier pour arriver à tenir plus de 15 minutes et de dire, voilà, je veux aller chercher quelque chose que je n'obtiendrai que s'il y a cette fatigue physique ou émotionnelle de la part de tout le monde dans cette pièce. Et en l'occurrence, là, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose à aller chercher chez Hannes qui porte en lui des blessures très fortes, sur lesquelles il s'est ouvert, mais très peu avec moi. Et là, je me dis, si dans cette scène, on y arrive, je pense que ça peut être un tournant dans le film. Voilà. Mais je ne savais pas quoi, parce que, encore une fois, il ne m'a pas dit grand-chose de son passé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai construit le personnage, autour d'un personnage avec un passé assez mystérieux, en effet. Voilà. Et donc, il y a un moment, intuitivement, le sentiment qu'il y a une scène qui vaut comme ça, où il faut fracasser les murailles par la fatigue. Voilà, par le fait de pousser le plus loin possible et de voir ce qui arrive. Et là, ce qui arrive, c'est un moment que sa vraie vie rejoint le personnage du film, tout simplement. Il y a quelque chose qui vient et qui se met en phase avec l'autre. Et c'est un spectacle vivant, d'une beauté rare. C'est comme quand vous voyez une éclipse dans le ciel. C'est pareil. On était tous par terre, autour de la caméra. La moitié de l'équipe pleurait. Et Hannes, qui en plus est un très très bon comédien, c'est-à-dire qui porte en lui cette capacité à jouer, qui à un moment laisse tomber les barrières et qui ne s'adresse plus à eux en tant que Hannes du film, qui s'adresse à eux en tant qu'Hannes de la vraie vie et qui leur dit ce que eux ont la chance d'avoir versus ce que lui, il n'a pas eu. Et là, avec les caméras, il faut être au bon endroit, parce qu'on ne peut pas la refaire une deuxième fois. Et justement, vous parlez de tournant à juste titre, parce que c'est sûrement un tournant dans sa carrière. Il a été nominé aux Révélations des Césars. C'est sûrement la scène qu'on va voir pendant les nominations, pendant les Révélations en tout cas. Et vous avez cette faculté-là, vous avez un flair, parce que c'est déjà arrivé avec d'autres comédiens amateurs quand vous les avez reçus dans votre famille. Abia Rachid qui fait carrière, il y a Maha Halami qui a joué dans Sophia après Much Love. Justement, vous parliez de cette capacité d'acting que vous voyez, mais est-ce que vous le voyez d'emblée dans le casting, ou est-ce que vous savez qu'il y a une carrière, en tout cas, pour quelques comédiens amateurs que vous castez? Ça dépend, vraiment, ça dépend lesquels. Avec tout, je prends toujours la précaution de leur dire que le cinéma, ça a un début, ça a une fin, ça a une durée de vie, et qu'il ne faut surtout pas qu'ils se projettent. Voilà. Avant de commencer, j'essaye vraiment de casser toute possibilité de projection. Après, au fond de moi, j'ai des certitudes. Je me dis que certains ou certaines ont plus la capacité d'aller plus loin que d'autres. Avec Jamel Debbouze, par exemple, sur Les Pierres Bleues du désert, j'étais allé le voir à Trappes pour des matchs d'impro sur les conseils de Naïman Charkri, qui m'avait dit, il y a un jeune Marocain là-bas, il faut vraiment que tu ailles le voir parce qu'il y a quelque chose. Et effectivement, quand je vais le voir sur scène, je me dis non seulement que c'est le personnage de mon premier court-métrage, mais en plus que ce garçon va faire carrière, parce qu'à 14 ans, il avait déjà tout tellement compris de la manière dont on construit un personnage. Il avait une acuité intellectuelle, une part de créativité tellement énorme que oui, alors je ne savais pas s'il allait faire carrière ici ou en France, parce qu'il y avait aussi la barrière de la langue. Mais en tout cas, oui, j'avais un sentiment assez fort le concernant, mais concernant
les filles Much Loved aussi pour certaines d'entre elles, absolument. Abdil Rachid, c'est un bon exemple. Concernant Agnès, j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose à aller chercher pour lui, et je vais lui dire. Et justement, on parlait d'acteurs professionnels, donc vous avez commencé dans votre carrière, Mektoub, vous avez casté des professionnels, Rachid Ouali par exemple. Quel est le rapport justement quand on est habitué ou qu'on a goûté peut-être à la fraîcheur de ces comédiens amateurs, quel est le rapport avec les acteurs professionnels du coup? Comment on les pense, comment on les dirige? Quel est votre rapport avec les acteurs, les comédiens professionnels? J'aime travailler avec des comédiens professionnels autant que travailler avec des comédiens professionnels, je dois le dire avant toute chose. J'aime le sentiment d'effleurer quelque chose, donc la première fois, de quelque chose qui arrive et qui n'arrivera jamais plus à nouveau, oui, mais j'aime aussi déconstruire avec des comédiens professionnels qui arrivent forcément avec un bagage, avec une idée du personnage, qui parfois, mais rarement, rencontrent la mienne. Et quand c'est le cas, de travailler avec eux en poussant, en tout cas en les amenant au plus de fragilité possible. Là où c'est parfois un peu compliqué, en tout cas le plus compliqué, c'est quand il y a un mélange de comédiens professionnels et non professionnels. Et là, il faut que le tout sonne juste. C'était le cas, par exemple, dans Much Love avec Abdullah Didan, qui devait se fondre, ou Amin Naji dans la troupe de jeunes comédiennes. Là, il faut vraiment que le comédien professionnel me fasse confiance parce que c'est très difficile, très, très difficile pour un comédien professionnel. C'est un gros risque qu'il prend ou qu'elle prend d'arriver au milieu d'un plateau où il y a des comédiens non professionnels. Donc là, il faut vraiment, et c'est ce que je lui dis, écoute, fais-moi confiance, on va sortir des clous, c'est pas ce que tu fais d'habitude, mais on va y arriver. Et de toute façon, c'est le seul moyen pour construire ce film, c'est qu'on y arrive. Différemment. Okay. Et du coup, comment a évolué depuis Mektoub le directeur d'acteur qui est en vous? Est-ce que vous continuez à apprendre aussi? Comment aujourd'hui est le directeur d'acteur depuis Mektoub finalement? Je continue à apprendre en faisant des rencontres et en regardant des films, bien sûr. En regardant des films, en allant au théâtre, en lisant aussi. Je vais chercher des clés partout où elles sont, et j'ai le sentiment que ce ne sera jamais fini parce que dès que j'arrive sur un plateau pour un nouveau film, j'ai l'impression de me retrouver comme à mes tout débuts dans Haut et Fort. J'ai l'impression qu'il y a l'énergie d'un premier film dedans. J'étais tout excité à l'idée de travailler avec ces comédiens, ces comédiennes. Je me voyais en chacun d'eux quand j'étais gamin dans ce centre de Sarcelles. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'excitation intense. Mais ce renouveau, il se déploie sur chacun de mes films. Chaque fois, j'ai l'impression d'être vierge et que je vais avoir affaire à une matière, à une pâte transformable. Avec, en l'occurrence, ces comédiens avec qui j'ai affaire. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes un sculpteur, vous modelez, vous avez une pâte qui n'est jamais la même, il y a des rugosités et vous allez devoir réapprendre en permanence, réapprendre des choses que vous pensiez acquises, que vous pensiez complètement derrière vous. Non, c'est ça qui est beau, c'est qu'elles ne sont pas derrière vous, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui va venir pilonner en plein vol toutes vos certitudes, toutes vos 25 ou vos 30 ans de cinéma pour vous dire non, moi je vis, j'existe, j'ai un cœur, tu me veux devant ta caméra, il va falloir que tu fasses un pas vers moi. Et c'est ça qui est beau. Longue vie à ce film et à tous les autres évidemment, mais comme on est dans l'actualité, longue vie à Haut et Fort et à tout ce beau casting. Merci Jeanne. Merci pour vos questions. Merci aux ateliers de l'Atlas et au Festival international du film de Marrakech.